Je m'appelle Armando Côté, donc psychologue clinicien, psychanalyste et je travaille pour le centre Primo Levi à Paris. Et depuis 1995, la mission, c'est les soutiens et l'écoute des personnes qui ont été victimes de violences politiques. Et donc, on est, on tient compte des traités de Genève, où on s'est dit qu'une personne qui a dû quitter son pays à cause des persécutions ou des raisons politiques et qui arrive en France, donc il doit bénéficier aussi d'un soutien psychologique et médical. Et donc les centres, notre mandat, il est précisément celui-là. Actuellement, donc, les centres Primo Levi est composé par 6 psychologues cliniciens d'orientation analytique, 2 médecins généralistes. Donc les demandes qui arrivent ils sont prises en compte par rapport à soit un besoin psychologique, un suivi psychothérapeutique ou une prise en charge médicale. Ensuite, nous avons 2 personnes, donc les 2 assistantes sociales, qui vont nous épauler pour les suivis. Et une juriste aussi qui va nous aider à toute la question de l'asile politique. Alors, concernant les statistiques des demandeurs d'asile en France, il faut savoir que c'est très difficile d'avoir des chiffres vraiment précis. Pour vous donner une idée, entre 2001 et 2006, par exemple, il y a eu 30 000 demandes d'asile. Alors qu'actuellement, en 2015, on est à 60 000 demandes d'asile. Parmi ces personnes qui demandent l'asile, parce que là, nous sommes dans les chiffres des demandes d'asile, il y a à peu près 20% concernent les enfants. Donc, parmi les 60 000, il y a 20 000 enfants qui font partie de ces demandes d'asile politique. Après, il y a les différences, c'est-à-dire qu'on doit établir, c'est-à-dire qu'on parle des enfants accompagnés et des enfants non accompagnés. Donc un enfant accompagné, évidemment, c'est un enfant qui vient avec sa mère ou un oncle ou toute la famille. Et les mineurs isolés étrangers, donc que c'est une catégorie particulière, c'est justement comme son nom l'indique, c'est un enfant ou un adolescent qui est arrivé en France et qui est complètement isolé. C'est-à-dire qu'il faut que l'État français les prenne complètement en charge. Et par rapport à ça, les statistiques, ça varie justement entre 6 000 et 8 000. Donc pour vous dire que voilà, on ne peut pas donner des chiffres précis. Mais ce qui est un repère pour nous, c'est qu'en France, il y a à peu près 4 000 mineurs isolés étrangers qui ne sont pas pris en charge. C'est-à-dire que les organismes de l'État n'arrivent pas vraiment les prendre en charge et ça produit une urgence sociale en quelque sorte. Ça date à peu près des années 90, début 2000, où il y a eu des arrivées massives des enfants des pays justement qui sont en conflit. Donc après, par rapport à la question de quelle est l'origine de ces enfants, d'où ils viennent, nous sommes tenus, et ça varie aussi par rapport aux conflits qui existent dans les frontières justement de l'Europe et dans l'Europe même. Donc la plupart des enfants qui arrivent surtout à Paris, ils viennent des RDC, donc la République démocratique du Congo, du Kosovo, de l'Algérie, de la Russie, donc et la Tchétchénie notamment. Et voilà, voilà, ça varie aussi d'une année à l'autre. Là, les centres Primo Levi, ça va faire 20 ans qu'il est ouvert et on a reçu à peu près 90 nationalités différentes. Donc voilà, c'est pour dire que c'est vraiment très très variable et ça dépend justement des moments historiques. En France, il y a la spécificité que, comme d'autres pays en Europe, mais en France, je dirais que c'est appliqué de façon rigoureuse. C'est-à-dire que tout enfant doit être scolarisé et tout enfant doit aussi être pris en charge
par les départements et par la France. Donc, et les cas des enfants accompagnés, donc et la prise en charge est spécifique, c'est fait par l'école. Chose qui est très bénéfique, c'est-à-dire qui est très importante. C'est pour ça nous, on travaille beaucoup avec les écoles, on travaille beaucoup avec les enseignants et on essaye de voir quelles sont les difficultés qui se présentent pour eux. Euh, mais parallèlement à ça, il y a une difficulté, c'est-à-dire que la demande d'asile interdit aux demandeurs d'asile de travailler. Ça veut dire que la famille qui est prise en charge et l'enfant qui va à l'école fait que ça va cadrer à un moment donné la vie de ces demandes d'asile, parce qu'il faut savoir qu'une demande d'asile peut durer à environ 2 ans et demi, 3 ans. Donc pendant ces 2 ans et demi, 3 ans, les parents ne vont pas pouvoir travailler. Tandis que l'enfant va s'intégrer, il va faire partie en quelque sorte, il va créer tout un réseau autour de lui, va pouvoir apprendre la langue et s'intégrer. Donc ça, c'est le côté positif, mais le côté contraire, c'est justement que les parents, pendant ce temps-là, c'est un temps en quelque sorte mort. Et c'est pour ça que la plupart des associations, et notre association, essayent que ces temps soient un temps aussi des soins et d'accompagnement, justement, pour que ça se passe le mieux. Après, comme je vous disais avant, la question des mineurs isolés étrangers, c'est un problème vraiment, je dirais, au niveau européen, mais aussi pour la France. C'est-à-dire que les chiffres varient et l'arrivée massive de ces mineurs isolés sous les territoires pose une question à chaque fois pour les départements de comment les prendre en charge. Et des coûts, il y a beaucoup des examens, il y a presque un paradoxe parce que la question de la protection est passée, pas de la protection, mais plutôt de la suspicion. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas reçus comme on voudrait ou on devrait les recevoir, mais ils sont reçus plus comme avec une suspicion de pourquoi ils sont venus. S'ils sont vraiment venus pour une autre question qui est indépendante de l'asile politique. Et du coup, toutes les associations et les institutions de l'État, les entretiens qu'ils font sont plus de l'ordre policier que de l'ordre des soins. Et ça, les enfants qu'on reçoit ici, les adolescents, ils nous le disent. C'est-à-dire qu'ils sont assez étonnés de voir les nombres des professionnels qu'ils doivent rencontrer et les peu des cohérences qui existent par rapport à eux. Il faut savoir qu'un mineur isolé étranger, quelqu'un a fait une étude il n'y a pas longtemps, il doit raconter sa vie à peu près 35 fois avant d'être vraiment pris en charge par une institution ou par une personne. Donc vous imaginez qu'au bout d'avoir raconté sa vie pendant 35 fois, quand ils arrivent chez nous ici au centre Primo Levi, ils ne veulent plus parler de ça, de ce qui s'est passé pour eux. Parce qu'ils sont fatigués, ils ne savent pas s'il y aura une suite ou pas. Donc il y a toute une harmonisation, il y a quelque chose au niveau des soins qu'il faut qu'on travaille, qu'on réfléchisse pour faire les mieux. Les symptômes, c'est qu'on a remarqué depuis une vingtaine d'années qu'on travaille avec ce type de population, sont des symptômes qui peuvent passer du plus bruyant au plus silencieux. Les symptômes bruyants sont des enfants sont agressifs, qui ont du mal à s'intégrer à l'école, voilà, qui ne peuvent pas vraiment créer des liens sociaux et ça pose un problème pour l'entourage. Après, il y a les symptômes qui sont beaucoup plus spécifiques et qui montrent une certaine souffrance de l'enfant, qui sont plutôt moyens, qui sont les problèmes des troubles du langage, des troubles de l'apprentissage. Et c'est la manière comment, après, les enfants nous sont adressés par les écoles ou même par les parents qui sont un peu inquiets du fait qu'ils n'arrivent pas à apprendre, ils redoublent une année sur l'autre, et du coup, ils se disent que peut-être c'est à cause justement de l'exil et tout ce qu'ils ont vécu. Et après, il y a les symptômes aussi qu'on a remarqués, sont très particuliers. Ce sont des enfants extrêmement adaptés, suradaptés, donc ils sont parfois même les meilleurs de la classe et tout, mais qui présentent des dépressions, une certaine façon de ne pas être bien à l'aise et tranquille. Et du coup, les parents s'inquiètent aussi.
il dit c'est pas normal qu'ils vivent pas comme un enfant. Et ça, c'est quelque chose qui revient souvent, c'est-à-dire que pour ces enfants qui viennent d'ailleurs, qui arrivent en France, souvent ils parlent d'une enfance volée, c'est-à-dire qu'ils peuvent pas, sont pas pu faire comme tous les autres enfants, parce qu'ils ont dû grandir trop vite, ils ont dû prendre des décisions trop vite. Après, les cas des mineurs sur l'étranger, ce qu'on a remarqué, c'est que il y a aussi une suradaptation, c'est-à-dire que les mineurs sur l'étranger, ils essayent très vite de pouvoir s'effondrer, s'adapter de façon les plus rapides et les mieux possibles, pour ne pas être vécu ou vu comme quelqu'un d'étranger, justement. Et après, il y a cette appellation étrange, effectivement, qui, on les appelle isolés, alors que on sait bien que n'importe quelle personne qui naît est toujours accompagnée et suivie par un autre. Si on, voilà, si on parle, si on grandit, c'est parce qu'il y a eu des adultes, il y a eu des personnes à côté de nous. Donc, ce mot isolé, c'est vraiment, je ne sais pas comment le dire, mais bon, c'est quelque chose qui n'a pas de sens par rapport à eux. Parce que même si le corps est ici, ce qu'on remarque, c'est que leurs pensées, les psychismes est toujours ailleurs, dans les pays, et il y a toujours une pensée par rapport à qu'est-ce qui s'est passé avec un frère, une sœur ou ses parents, qu'est-ce qu'ils sont. Donc, beaucoup de ces mineurs isolés qui viennent au centre, ils nous font part de ça, de comment il y a un semblant d'adaptation, de tout va bien, ils profitent bien de tout ça, mais psychiquement, ils sont vraiment... il y a le temps qui s'est arrêté pour eux, c'est-à-dire qu'ils sont toujours dans l'esprit en pensant qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui s'est passé pour les proches. Et alors, ce qu'on a remarqué, c'est que ça produit des positions subjectives un peu compliquées, parce que plus le temps passe, plus ils s'adaptent en France, les moments de la retrouvaille vont être plus difficiles. C'est-à-dire qu'après, on a eu des cas où les parents sont arrivés, sont retrouvés, et ça a été extrêmement compliqué pour la retrouvaille, parce qu'ils avaient déjà créé tout un réseau d'amis, des proches, s'étaient projetés pour faire des formations, s'intégrer vraiment en France. Et du fait que les parents arrivent et ils recommencent tout, ils doivent tout recommencer, parfois les rencontres sont extrêmement difficiles. Donc vraiment la question des deuils et des séparations est au centre de ces suivis par rapport à ces personnes. L'école, c'est vraiment un espace très important. Ça va cadrer, on voit la différence entre les enfants qui vont à l'école, ils ne vont pas à l'école, et les familles aussi. C'est-à-dire que ça va donner un rythme de vie qui fait rentrer ces familles qui ont parcouru parfois plusieurs mois, plusieurs années, parfois des rances comme ça. Ça va donner un cadre de vie. Donc il faut se lever tôt le matin, il faut y aller. Et pour les enfants, ils vont rencontrer d'autres personnes. Ils vont surtout rencontrer une autre langue. Donc ça, on pourrait dire c'est très bien et tout ça, mais nous, on constate aussi de la difficulté pour certains enfants de laisser tomber la langue maternelle pour commencer à investir une nouvelle langue. Et c'est là-dessus qu'on commence justement, et on travaille avec les écoles, mais il faut dire que bon, dans les écoles primaires, il y a des personnes extraordinaires, c'est-à-dire qui font ça avec une habilité assez remarquable. Et aussi, la France a donné des espaces qu'on appelle les CLIN, donc les classes d'initiation justement à la langue, pour que l'enfant il puisse rentrer de façon convenable à cet univers. Donc et ça c'est le côté positif, c'est effectivement on voit que même pour les familles et les parents c'est extrêmement bénéfique, ça produit tout de suite des effets. Après concrètement ce qu'on voit c'est qu'il y a des difficultés qui vont se voir et rencontrer tout de suite. Et comme je disais, il y a la question de laisser à côté une langue et investir une autre. Il y a des enfants qui font ces passages, ces frontières sans aucun problème, même de façon assez extraordinaire, remarquable, mais d'autres, ça pose tout un tas de problèmes. Et c'est la plupart des enfants qu'on suit ici, c'est ça, ceux qui
ont du mal à laisser tomber la langue maternelle parce qu'à la maison, justement, on parle seulement cette langue et ils ne veulent pas investir une nouvelle langue. Ça, d'un côté, après, il y a toute la question des socialisations. Il y a actuellement toute la question de la demande d'asile politique. C'est-à-dire que, malheureusement, en France, une personne qui arrive pour demander l'asile politique, normalement, il devrait être logé et pris en charge par l'État, par les centres d'accueil pour demandeurs d'asile, donc que nous appelons les CADA. Mais il faut savoir que sur ces 60 000 demandes qui arrivent aujourd'hui, il y a seulement à peu près 20 000 ou 30 000 places dans les CADA. Donc il y a toute l'autre moitié des personnes qui n'ont pas, qui sont prises en charge au niveau d'hébergement par les 115, donc par des centres d'urgence d'hébergement. Et donc ces familles se retrouvent, et ça a une incidence et un impact sur l'école, c'est-à-dire que il doit habiter un mois ici, une semaine ici, dans son banlieue, une autre banlieue. Et la plupart des familles prennent l'option de garder l'école comme centre des repères pour eux et pour l'enfant. Donc parfois, ils se retrouvent à des choses extrêmement paradoxales, c'est-à-dire qu'ils doivent se lever à 5 heures du matin, faire 2 heures de trajet pour arriver toujours à la même école et après changer de banlieue, s'installer dans un autre hôtel. Et ça a évidemment des effets dans les suivis et dans voilà, dans l'intégration de l'enfant à l'école. Donc aujourd'hui, nous sommes dans ces paradoxes où on propose quelque chose de très bien dans les écoles, mais en dehors de l'école, il y a tout un dispositif des soins d'hébergement social qui fait que ce qu'on pourrait profiter d'un côté est perdu de l'autre côté. Donc ces enfants sont épuisés, ils ont du mal vraiment à suivre un parcours scolaire en quelque sorte normal et classique. La complexité administrative de la France fait que parfois ces enfants qui arrivent à 16-17 ans sont pris en charge par l'aide sociale à l'enfance et ils sont suivis dans des foyers, donc ils sont intégrés dans des formations, souvent des menuisiers, plombiers, électriciens. Et ils sont parfois très brillants et ça se passe très bien. Ils apprennent la langue, ils s'intègrent et les patrons, tout le monde est très content de les avoir. Mais malheureusement, arrivé à l'âge de 18 ans, parfois, et c'est pour ça qu'on fait les formations, c'est-à-dire que personne s'est inquiété pour ces questions administratives. Et du coup, ils vont commencer à faire les démarches pour avoir les papiers. Et il se trouve que pour une question administrative, ils n'obtiennent pas les papiers. Donc, ils passent des statuts des prises en charge mineurs isolés en France à adultes sans papier, tout simplement. Donc, il doit quitter l'école, il doit quitter la formation, il doit interrompre tout et devenir simplement sans papier à 18 ans. Et c'est extrêmement complexe parce que rien n'a été pensé là-dessus et ça pose un problème énorme. C'est-à-dire, c'est perdre beaucoup d'années d'intégration, beaucoup de choses simplement pour une question administrative. Donc on a malheureusement beaucoup de cas comme ça. On essaie de les anticiper, mais après il y a toutes ces complexités administratives des préfectures qui donnent ou qui ne donnent pas. Donc parfois on dit bon bah croiser les doigts pour qu'ils les donnent, mais s'ils les donnent pas, donc du coup il faut travailler tous avec l'enfant, voir qu'est-ce qu'il va faire, Mais c'est quand on imagine ça, on dit mais c'est un peu fou quand même parce qu'on propose une sous-protection jusqu'à 18 ans où tout va bien, ils sont logés, nourris, il y a un accès à l'éducation et d'un coup, au bout de quelques mois, ils deviennent presque des personnes indésirables qui doivent quitter le territoire, qui souvent ils reçoivent les OQTF, donc on demande de quitter le territoire français, alors qu'ils avaient été pris en charge il y a quelques mois auparavant, ils s'étaient pris en charge complètement. Donc ça c'est un peu la folie de l'administration française qu'on essaye de lutter, voir comment est-ce qu'on va pouvoir faire autrement, parce que ça a des effets pas seulement psychologiques, mais dans la réalité, c'est des gens qui vont se retrouver dans la rue, à devoir demander être hébergés dans un hôtel,
Et, et quand ils sont avec les familles, donc pour la famille, c'est un échec complet. C'est-à-dire que la plupart des parents, et c'est ça qu'ils disent, pour nous, on s'est sacrifié, une génération sacrifiée. Mais pour nos enfants, on fait tout. C'est-à-dire qu'eux, s'ils s'investissent des études et ils s'intègrent, donc c'est une réussite. Donc quand on arrive à cette impasse administrative, c'est une catastrophe pour la famille. Euh, donc voilà, quoi faire? Voilà, ce sont des réflexions, des choses qu'on on doit mener ensemble pour ne pas gaspiller tous ces temps d'intégration, tous ces temps psychiques, et que finalement, je ne sais pas, c'est au profit des quoi? Simplement pour des lois qui n'ont pas été vraiment pensées au niveau de l'intégration.